Bonjour Hélène, Bonjour. comment vas-tu? Très contente de te voir aujourd'hui. Entre la psychanalyse et la médecine, quel lien allons-nous pouvoir faire? Alors j'ai écrit deux, trois trucs, il faut bien que je bosse un petit peu de temps en temps, enfin, moi que je me donne l'impression de bosser. Alors, la psychanalyse pour moi, c'est s'offrir le droit de découvrir ce qu'on a au fond de soi. C'est autre chose que l'on ne connaissait pas, l'inconscient et en lui, dans la conscience, entremêlent nos émotions. Il est le guide de notre conscience, c'est le véritable maître du jeu de notre vie. En le laissant parler, en plongeant en lui, c'est là que nous rencontrons notre relation avec nos traumatismes, nos plus grandes peurs, pour trouver notre vérité la plus intime. Tomber dans le puits autant de fois que nécessaire en regardant sa souffrance droit dans les yeux pour ne plus la laisser nous dominer. Être acculé à ses peurs nous autorise pas à pas à faire ce chemin vers la résilience. Il n'y a pas un psy qui ressemble à un autre, ni une psy qui ressemble à une autre, mais cette sincérité face à nous-mêmes nous autorise non pas à la perfection, un corps heureux, car on s'emmerderait royalement, mais ni à être sachant, car il n'y a pas de savoir normé dans l'inconscient qui se veut d'être libre. Le but, si but il y a, est peut-être de s'accepter sans honte, en dehors de la puissance démesurée de l'ego. Dans tout conflit intérieur, la première question que je me pose personnellement est toujours qu'est-ce qui se joue pour moi ici et maintenant? Ce qui m'autorise à considérer les autres comme des individus avec leur propre godasse. Nos blessures ne disparaîtront jamais, le pensée est un leurre, il suffit simplement de les couvrir tous les jours d'un liseré peint à leur fin pour les faire briller de leur différence. Je sais maintenant qu'il faut souffrir et ne pas renier cette souffrance pour voir le soleil briller. Nous nous sommes rencontrés suite à une émission télé où je suis allée à ta rencontre. Après cette émission de télé, tu te rappelles? Hmm. Mon fils aîné, la première fois qu'il t'a rencontré dans son cabinet, m'a dit, je sais pourquoi tu t'entends si bien avec Hélène, vous avez un point commun, votre plus profonde humanité authentique et sans phare. Et il a rajouté, Hélène est comme toi, maman, car quand je suis rentrée dans son cabinet, c'était un peu toi, derrière le bureau. Tu vois. Déjà, on avait lancé déjà le lien. Alors, tu es un médecin pour moi, comme il y en a peu, qui pose les armes du sachant pour écouter et prendre dans ses bras cette humanité en souffrance. Tu donnes de ton temps, mettant de côté ta vie personnelle. Nous avons partagé des passions. Que penses-tu de la psychanalyse à côté de la médecine? Que penses-tu de ces pas côte à côte, toi et moi? Alors, au départ, je ne connaissais pas bien la psychanalyse. En tant que médecin, j'adressais plutôt à des psychiatres ou à psychothérapeutes déjà, quand même beaucoup, même plus que parfois psychiatres. Alors, je connais pas vraiment bien la différence entre psychothérapeute et psychiatre, moi-même ayant eu besoin de quelqu'un à une époque. Euh, je pense que c'est très, très important, surtout à notre époque, où il y a un mal-être de plus en plus palpable. Les gens s'en rendent compte et puis ils ne font pas comme il y a du temps de nos grands-parents. Bah, c'est comme ça et puis on n'a pas le choix et puis on avance, mais on avance mal. On a le droit d'avancer mieux. Et alors, comme tu disais, quand on a des souffrances, quand on a des blessures, on ne guérit pas ces blessures. Bon, un vase qui est cassé, il est cassé. En revanche, on peut apprendre à vivre avec, à vivre mieux, à les apprivoiser. Je dirais pas forcément les maîtriser, mais les apprivoiser. Et puis que ça nous aide à ne pas retomber aussi dans des failles, dans d'autres circonstances qui feraient qu'on retomberait dans les mêmes, comment dire, les mêmes. Je trouve pas mes mots. Les Mais mêmes merci. situations, un peu en fait. Voilà, le même modèle, voilà, qui fait On qu'on peut, replongerait. on peut toujours retomber, je pense, dans le même On modèle. peut toujours retomber, mais quand on a eu des armes parce qu'on se connaît mieux, parce qu'on sait comment on réagit, parce qu'on connaît nos faiblesses, on peut arriver quand même à, euh, à ce qu'elles ne soient plus que des difficultés. Nos faiblesses, elles sont là, c'est ce qui fait ce qu'on est, hein. Les faiblesses aussi, c'est ce qui fait qu'on peut être humain, enfin qu'on est humain quelque part, mais que ces faiblesses ne nous dominent plus et qu'elles deviennent une force quelque part plutôt que d'être une faiblesse. Donc, je pense que c'est important de se connaître soi-même et puis d'avoir quelqu'un à côté qui nous donne des armes parce qu'il y a des fois, on voit bien d'où viennent les problèmes, on voit bien, on a un peu analysé les choses. Enfin, il y a des tas de gens qui analysent les problèmes, mais quelqu'un qui nous aide vraiment à passer le cap, à avancer. Moi, j'avais dit à ma psychothérapeute, parce qu'à l'époque, je ne te connaissais pas, quand elle m'avait dit à la fin des séances, je lui avais dit, je pense que j'ai plus besoin. Et elle m'a dit,
qu'est-ce que ça vous a apporté? Je lui dis, ben, vous m'avez donné l'autorisation que je ne m'autorisais pas moi-même, en fait. Et ça, c'est important. Et depuis ce temps-là, c'est vrai que j'ai plus de facilité. Je pense pas avoir beaucoup changé dans mon fond intérieur, enfin, ou fort intérieur, je sais pas comment on dit. Mais je ne me fais plus avoir comme avant. Il y a quand même quelque chose qui a changé et qui me permet de garder ce fond malgré tout humain, ce fond d'empathie que je ne voulais surtout pas perdre. Je pense que voilà, la psychanalyse, alors encore une fois, je fais pas trop la différence, je me suis pas plongée là-dedans dans les bouquins, mais nous permet justement d'être soi vraiment sans souffrir de ce que ce soi peut nous apporter enfin, nous inflige dans la vie qu'on vit, quoi, dans laquelle on vit. Il y a beaucoup de gens qui vont très très mal. Il m'est arrivé de donner assez souvent, malgré tout, des traitements qui sont antidépresseurs, parfois anxiolytiques, parce qu'en fait, on est aux premières loges en tant que médecin généraliste. C'est très compliqué d'avoir des psychiatres, des psychologues. Il faut des mois et des mois d'attente. Alors, quand les gens vont mal, c'est au moment où ils vont mal et qu'ils arrivent à nous le dire qu'il faut faire quelque chose. C'est pas 3 mois plus tard. Donc, moi, j'ai beaucoup fait, alors ce que je disais, la psychologie à 2 balles ou de nos grands-mères dans mon cabinet, mais qui permettait déjà de mettre un premier point sur des problèmes, de redonner un peu confiance aux gens. euh, Parce qu'au bout d'un moment, quand il y a des souffrances qui s'accumulent ou quand on subit des choses de la part d'autres personnes, que ce soit du harcèlement, que ce soit enfin, bon, du surmenage, plein de choses. On finit par douter de soi. Donc le premier point, moi, c'était dans mon cabinet d'arriver à leur redonner confiance et qu'ils acceptent petit à petit d'entendre que, à un moment donné, je leur dis, moi, je ne peux plus rien pour vous, mais je vous laisse pas tomber. En revanche, je vous adresse à quelqu'un d'autre et qu'ils acceptent cette aide. Parce qu'il y a ça aussi, ça fait peur. Les gens, systématiquement, c'est non, mais je suis pas folle. Bon, non, c'est pas parce qu'on est fou que. Enfin, on n'a pas besoin d'être fou pour voir quelqu'un pour se faire aider. Donc, mon expérience m'a servi parce que je leur disais, mais moi aussi, j'ai vu quelqu'un. Ah, d'accord, donc ça interpellait. Et puis, et quand il y avait une confiance qui s'était bien instaurée, ils acceptaient à ce moment-là de pouvoir consulter autrement, sans que je les abandonne pour autant, parce que je continue à assurer le traitement s'il y avait besoin. Souvent, ça a permis quand même, au bout d'un moment, d'arrêter les traitements, de toute façon, parce que le but en soi, moi j'ai toujours dit, le traitement, c'est pour passer un cap, ça n'est pas le résultat d'un problème. C'est une rustine, mais on ne change pas la chambre à air, quoi. Donc, ça ne fait qu'aller au garage pour réparer. Et dans tous les problèmes psychologiques et autres, c'est vrai que les, comment dire, un, euh, un traitement de fond ne peut se faire que par le passage par un, un- un professionnel, voilà, psychanalyste ou psychiatre. Alors après, c'est très compliqué aussi parce que, comme tu l'as dit, l'approche n'est pas la même avec tous les thérapeutes. Il faut que ça matche entre le patient et son thérapeute, mais comme avec un médecin généraliste, comme avec un cardiologue, donc ben voilà, ben moi je leur conseillais, je leur disais, écoutez, voilà, j'ai un nom ou j'ai 2 noms à vous donner, et puis ben, vous essayez, et si ça colle, eh ben, vous continuez, et vous continuez. Et puis vous m'en parlez si vous voulez arrêter, vous me le dites aussi, pour que voilà, qu'on voit si vraiment c'est possible ou si c'est pas possible, ou si c'est trop tôt. Puis si ça ne matche pas, et ben, vous prenez un autre, et puis c'est tout. Mais il faut que ça matche, ça c'est clair. C'est une des grosses difficultés d'ailleurs, parce que ben, on ne sait pas forcément à l'avance si ça va aller entre le thérapeute et le patient. Bon, moi je pense que c'est quelque chose qui est très utile, qui malheureusement, vu le monde dans lequel on vit, va être de plus en plus nécessaire. Là, on est toute une génération où on a vécu relativement bien.
et avec des angoisses. Et puis il y a des gens qui vivent des choses difficiles, ça c'est évident. Mais là, on rentre dans une phase, je trouve, où globalement, même des gens qui vivent bien, portent les angoisses du monde actuel. Tout est fait pour qu'on soit angoissé. Avec le Covid, on l'a bien vu, ils nous ont balancé des trucs qui ont stressé toute la population. Enfin, moi, je dis il y a eu de la maltraitance de fait sur la population, volontaire en plus. Donc, voilà. Et ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup l'ont ressenti. J'ai passé énormément de temps dans mon cabinet à rassurer. Rassurer, c'est hallucinant. J'avais jamais fait ça en 30 ans de, d'exercice, quoi. Et puis, à mon avis, ça va pas aller en s'améliorant, ça. Donc, il va falloir que les gens apprennent à prendre du recul, qu'ils arrivent à, à vivre ces situations de façon moins angoissante pour être actif, parce que quand on est angoissé, en plus, on est, enfin, ouais, comme quand on est traumatisé, on est sidéré parfois, et donc on fait plus rien, et on subit encore plus. Et c'est là où je pense qu'une analyse de fond de soi pour savoir comment on peut réagir, comment on peut, d'avoir quelqu'un qui nous aide à trouver des pistes pour avancer. Je sais bien que ça vient de soi à chaque fois, hein, la solution, mais le thérapeute est là pour nous aider à trouver ces pistes, en fait. C'est à nous de prendre le chemin. Mais il peut nous aider quand même à trouver des pistes. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Peut-être que j'ai tort, hein, mais c'est ce que je pense. Et puis d'être soutenu, d'être aidé, ça fait du bien. Et ben ça permettra d'avoir de nouveau des gens qui vont être mieux dans leur peau, qui vont se servir de leur, entre guillemets, faiblesse, puisqu'elles n'en seront plus forcément une, et qui pourront s'en servir positivement et puis arriver à avancer dans cette vie qu'on nous prépare, et peut-être même arriver à la changer, à s'impliquer plus, alors que il y en a beaucoup qui ne s'impliquent pas parce que c'est mais je sais pas quoi faire, et puis j'ai peur, et puis quand on a peur, on n'avance pas en fait, et on vit mal. Voilà, donc moi je pense que c'est quelque chose qui peut être contrairement à avant où c'était bon, quand tu disais ah, tu vois quelqu'un, tu vois un psy, ça faisait assez snob à une époque, voilà. Non, je pense que c'est vraiment partie intégrante du soin en fait, et de plus en plus, à mon avis. Et enfin, j'ai eu une patiente un jour qui m'a dit, je lui ai dit, mais maintenant il faudrait aller voir un psychiatre quand même, il faudrait aller voir quelqu'un d'autre. Elle m'a dit, mais pourquoi faire? Vous faites autant de bien qu'un psy, et puis je suis plus longtemps avec vous qu'avec un psy, et puis vous êtes moins cher en plus. Mais enfin bon, ça c'est anecdotique. Mais je veux dire par là, notre rôle aussi en tant que médecin généraliste a changé, et ça fait partie du soin pour moi. Ça fait partie du soin. Le problème, c'est que les généralistes maintenant n'auront plus le temps de faire ça et n'auront plus non plus la possibilité parce qu'on ne va pas leur laisser en fait. Leurs missions vont changer, et puis bah, ils pourront plus quoi. Ils pourront plus. C'est un peu dommage. Donc on va avoir besoin de plus en plus, je pense, de gens voilà, extérieurs, comme toi, pour nous aider, à avancer. Voilà. Cette période Covid, elle a été extrêmement douloureuse pour tous. Mm. En tant que médecin, je pense qu'il t'est arrivé une bombe en pleine figure parce que les angoisses des patients, le désarroi des patients, ne plus savoir où ils étaient, ça a dû être extrêmement difficile à vivre en tant que femme, Alors, ça a en tant que été médecin. compliqué. Ça a été compliqué. Alors, pas tellement difficile à vivre pour moi, parce qu'en fait, j'ai toujours fait ça dans ma pratique. Euh, ce, comment dire, ce côté soin autre que médicaments a toujours fait partie de ma pratique. Moi, j'ai fait aussi de l'acupuncture, j'ai fait de l'homéopathie, j'ai cherché d'autres solutions que systématiquement des médocs, quoi. La parole a toujours fait partie de ma pratique, parce que je considère que la personne, c'est un tout, c'est pas juste un, une machine où il faut graisser de temps en temps, où il faut mettre un boulon de plus, voilà. Mais au moment du Covid, j'ai vraiment senti une différence. Ça faisait déjà une quinzaine d'années que je trouvais
qu'il y avait un mal-être général avec le, sur, le surmenage et les burn-out qui arrivaient. Alors, on ne mettait pas ce terme-là il y a 15 ans, mais c'était ça. Les gens qui étaient pressés comme des citrons dans les entreprises et puis après qui étaient jetés comme des moins que rien. Euh, le harcèlement, en fait, hein, dans les entreprises, ça fait déjà longtemps que ça existe et c'était déjà compliqué à vivre pour beaucoup de personnes. Là, ce qui s'est passé en plus, c'est qu'il y a eu de la peur de la mort, parce qu'ils nous ont fait peur hein, en nous disant qu'on allait tous mourir à cause du Covid, quoi, pour nous obliger à faire ce qu'ils voulaient qu'on fasse. Le confinement où les gens ne se parlaient plus, et puis avant, quand on se voyait pour un repas, tu refaisais le monde, soit au bar, soit chez soi. Enfin, ça durait 2, 3 heures le dîner. On refaisait le monde, on parlait, on pouvait avoir les arguments des uns des autres. Là, les gens se voyaient que par visio. Ça durait 1 heure grand maximum et ils parlaient de tout et de rien, mais ils refaisaient pas le monde. Ils avaient besoin de lâcher un peu prise. Donc, ils se faisaient un apéro comme ça en visio, mais ils gardaient leurs angoisses à eux. Ils les partageaient pas aux autres, en fait. Et puis, il y a eu la peur aussi de ce que pensait le voisin, de ce que pensaient les autres membres de la famille. Et ça, c'est inadmissible ce qui s'est passé, à mon avis, parce que justement, ça fait que les gens se sont renfermés sur eux-mêmes, avec leurs propres angoisses, leurs propres peurs. Et il y a des gens qui ne se sont pas fait soigner. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 secrétaires à ce moment-là, et donc on a pris sur le site de la Sécu, on pouvait aller voir les gens qui étaient positifs, qui avaient fait des tests, à partir du moment où on a pu faire des tests. Et donc, on les a tous appelés, enfin, les secrétaires les ont appelés, et moi, je les ai vus. Donc déjà, j'ai pu examiner les gens qui avaient le Covid, j'ai pu en traiter quand même un certain nombre, et ça s'est très bien passé. Et puis, on a rappelé aussi des gens que j'aurais dû voir chez des chroniques, pour des renouvellements d'ordonnances, pour des choses comme ça. J'avais fait passer le message à la pharmacie disant que je les voyais, parce que plus personne ne venait. C'est quand même hallucinant. Donc les gens ne se faisaient plus soigner, parce qu'ils avaient peur de venir dans les cabinets médicaux. Donc c'est peur d'attraper autre chose. Alors ils étaient déjà malades, ils voulaient pas attraper autre chose, donc ils se faisaient pas soigner. Enfin c'est quelque part c'est pas rationnel. Donc il a fallu remettre du rationnel dans tout ça. Donc à chaque fois que je voyais des personnes, ben moi j'ai fait ma propagande, traitement, ma propagande, je suis là, donc n'ayez pas peur de me contacter. Vous pouvez me déranger, enfin, je suis là pour ça. Si vous avez des problèmes, même simplement d'angoisse, de peur, une question que vous vous posez, dites-le moi, je vous répondrai. J'ai fait circuler aussi comment ça s'appelle, des flyers, non pas des flyers, mais enfin si des papiers, des vidéos, euh, des choses pour expliquer en fait hein, ce qui se passait pour que les gens aient moins peur, et puis qu'ils se rendent compte aussi, et ça a été un côté quand même positif, du coup, qu'ils n'étaient pas les seuls à penser certaines choses. Parce que je me suis rendu compte que vraiment, il y avait eu un isolement terrible, pas simplement un isolement euh, par le confinement, on ne se voit plus, mais un isolement intérieur terrible. Et ils avaient même peur de leurs propres pensées. C'est hallucinant quand même. Tu, Puis avoir confiance dans ce qu'on croit, dans ce qu'on voilà. Et donc moi j'ai essayé de remettre ça et ça a été très euh, comment dire très positif parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens que j'ai pu aider. Alors j'ai pas pu aider la terre entière, hein, mais plein de gens que j'ai pu aider au moins pendant cette période-là, ne serait-ce qu'à ça, à reprendre confiance en eux. À se dire ah bah oui finalement je suis pas le seul à le penser, à les mettre en contact les uns avec les autres et, et à recréer du lien en fait. Donc c'était un rôle qui n'était pas de soins médical au sens pur comme ce que j'ai appris à la fac, mais finalement un rôle de soin autre, alors qui n'est pas le même que celui des psys, que celui voilà, des professionnels du soin mental, mais qui a peut-être permis d'éviter que certains tombent trop bas aussi, quoi, quelque part.
Donc voilà. Donc moi, j'ai pas vécu ça comme un énorme traumatisme pour moi, en fait. Je l'ai vécu plutôt comme un traumatisme pour la population et où j'ai trouvé mon rôle. Euh, Enfin bon, c'est oui, je pense que j'ai été utile à ce moment-là d'une autre façon, d'une autre façon. Bon, alors peut-être parce que c'est ma façon de faire aussi, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai été quelque part un lien. Je dirais pas pilier, c'est pas ça, parce qu'il y en a d'autres qui ont été vraiment des piliers dans mes patients, mais un point de ralliement en fait, Mhm. un peu la maison familiale. Donc le cabinet, il y avait moi, et puis de là, dispatchait des infos, des, euh, comment dire, oui, bah, quand j'ai fait ce tout petit groupe là pour chanter, où t'es venu d'ailleurs hein, une On a fois, chanté, j'ai chanté, t'as vu, t'as joué de la guitare, j'ai chanté. voilà, On m'a c'était pas reconnu. grand-chose en soi, et on n'était pas très nombreux, mais on se donnait des infos chacun qu'après on redispatchait. Et ça, c'était hyper important. Et il y a eu plusieurs groupes comme ça. Une fois, je suis allée voir le film à Gien, comment ça s'appelle? Euh, les soignants entre deux eaux, comment il s'appelle? Oh, je suis désolée, j'ai plus les noms en tête. Enfin bon, c'était une interview en fait de certains médecins, dont Louis Fouché, sa femme, d'autres, un chirurgien orthopédiste qui s'était pas fait vacciner, donc qui avait été évincé. Enfin bon, plein de soignants comme ça. Et il y a une soignante qui a dit dans la salle, après, on a discuté entre nous, et elle a dit, mais moi, je vois pas de points positifs là-dedans, parce qu'il y en a qui trouvaient des points positifs. Et je vois pas de points positifs là-dedans. Moi, j'attends toujours d'être réintégrée. Ma vie, elle est stoppée, etc. Donc, elle arrivait pas à passer le cap. Et en fait, il aurait fallu, je pense, qu'elle se fasse aider, parce qu'il y en a beaucoup qui sont fait aider ou entre eux, voilà, et qui ont réussi à soit changer de vie, carrément. Donc, ils sont plus heureux maintenant qu'avant. Alors, c'est le but quand même, c'est de vivre heureux. Voilà. Tant qu'à faire. Et puis, moi, je leur ai dit, mais en fait, je pense en effet qu'il y a du positif là-dedans. Il faut vraiment qu'on le saisisse. On est nombreux à avoir pris conscience de certaines choses, pris conscience qu'on vivait mal, finalement. Là, ils ont voulu nous séparer, ils ont voulu nous empêcher de parler, ils ont voulu nous isoler, etc. Là, on est 200 personnes dans cette salle à penser la même chose déjà. C'est déjà pas mal, à s'être rassemblés, certains venant de loin, et on discute entre nous. Donc, voilà, bon, là, j'ai beaucoup dévié par rapport à la psychanalyse, je suis Non, désolée, mais non, non, c'est mais bon. en fait, quand je dis que on a besoin de vous parce que nous, on peut faire des choses en tant que généraliste, mais c'est quand même limité. Moi, je suis jamais allée au fond des choses avec mes patients. Mon rôle, ça a été vraiment de les maintenir à flot et de leur permettre d'accepter le fait d'aller plus loin pour avancer. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisant, si c'est pas suffisant. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? J'en sais rien. Enfin bon, vu leurs remerciements, je pense que il y en a quand même pas mal que ça a aidé. Il y en a aussi plusieurs hein, qui m'ont dit merci de m'avoir adressé finalement à quelqu'un. Parce qu'ils sentaient que malgré tout, avec moi, ça stagnait. C'est parce que je n'étais pas allée au fond des choses. Et donc, qui, à force de les mettre en confiance, avaient accepté de se faire aider d'une autre façon, voilà, quand ils s'en sont sortis, quand ils allaient bien, sont venus me dire, ben voilà, merci d'avoir insisté, merci de m'avoir adressé à quelqu'un parce que maintenant, voilà, ça va. Je suis prête. Je suis prêt à refaire front, à refaire face aux problèmes, à la vie, enfin, et je suis prête à vivre surtout. Voilà. Donc, je pense que c'est très important et qu'on a un rôle interactif entre les deux. Moi, je regrette de ne pas avoir assez de retours des psychiatres, par exemple, parce que c'est important aussi pour nous de savoir où en est le patient quand on le revoit pour autre chose. Est-ce qu'on met les pieds dans le plat? Est-ce qu'on met pas les pieds dans le plat? Est-ce que il faut, il faut tenir compte des médicaments qu'ils prennent?
déjà, ne serait-ce que sur le rein, enfin sur d'autres choses, quoi. Il y a des contre-indications parfois, donc on pourrait leur donner des antibiotiques alors qu'ils ont un médoc qui est contre-indiqué avec. Enfin, et puis on n'a pas beaucoup de retours sur eux, comment ils sentent le patient, où il en est, euh, est-ce que ça commence à aller mieux, est-ce que ça va pas mieux, comment. Enfin, c'est important aussi pour nous parce que nous on les voit plus souvent. Et puis, ou alors ils nous échappent complètement, mais le jour où on les revoit, ben, même si c'est pour autre chose, c'est compliqué de mettre tout ensemble. Voilà. C'est ce que j'avais d'ailleurs apprécié avec toi, c'est que on a eu quelques retours. Alors, sans rentrer dans comment dire, dans le secret professionnel, mais je considère qu'à partir du moment où des thérapeutes ont le même patient, il faut quand même qu'il y ait un peu d'échange, un minimum. On n'est pas obligé de connaître l'histoire de fond du patient s'il n'a pas voulu nous la dire à nous. L'autre thérapeute n'est pas obligé de nous la dire. Mais ne serait-ce que sur l'état actuel ou s'il y a des précautions à prendre nous, si, je sais pas moi, un peu plus de surveillance, un peu plus, ou ça va, t'inquiète pas, c'est bon, je gère. Enfin, voilà, de façon à ce qu'on soit un peu sur les mêmes longueurs d'onde quand même. Et à mon avis, ça gagnerait. Ça gagnerait Je suis pour le d'accord patient. avec toi. Je suis d'accord sur ce lien thérapeutique. Pour moi, Moi, je pense que ça, c'est important, il n'y en a pas assez. c'est l'avenir et ça se met plus petit à petit en place. Parce que même, tu vois, dans le cabinet, il y a des gens qui ne vous le disent pas, mais qui viennent qui arrêtent leurs médicaments. Alors, ils se confient à la psychanalyse parce que la psychanalyse, elle ne juge pas. Alors, on les accompagne parce que de toute façon, ils vont les arrêter. Donc, on les Oui. accompagne. Donc, ce que j'aime bien dans ces cas-là, c'est avoir un lien avec le médecin pour Et dire, ben voilà, voilà. ça se Et passe ça, comme c'est ça, on important fait que comme nous, ça. on sache, parce qu'ils vont pas bien. On va peut-être avoir tendance à augmenter la dose. Ça rime à rien. Non. Ça rime à rien. Donc, le savoir. Et s'ils les ont arrêtés, pour quelles raisons? Et dans ces cas-là, leur demander pour quelles raisons. Est-ce que c'est parce qu'en fait, ils avaient des effets secondaires? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à en prendre? Si c'est uniquement parce qu'il y a des effets secondaires et puis qu'ils se trouvaient moins bien, etc., on peut négocier avec eux si le thérapeute, en plus, sent qu'il y a quand même besoin d'un soutien derrière, on peut négocier un changement de traitement. Enfin, il y a des choses qui peuvent se faire. Et ça, c'est un des trucs, moi, que je trouve dommage, c'est que je n'ai pas assez de retour. Alors, tu vois, Voilà. il y a beaucoup de patients qui, par contre, moi, c'est le sens inverse. C'est-à-dire, je sens qu'ils sont essoufflés par les médications ou parce que j'ai l'impression, je dis bien que c'est une impression qu'ils n'en ont plus besoin ou qu'ils prennent ça depuis 20 ans et que c'est devenu quelque chose qui n'est pas foncièrement utile. Ils sont prêts à essayer de lâcher un peu. Donc, on essaie de lâcher tout doucement. J'aime bien, dans ces cas-là, rentrer en relation avec le médecin en leur disant, voilà, pour l'instant, ça se passe comme ça. On est en train d'essayer. On voit ce qui se passe. On revient vers vous si ça ne se passe pas bien. On est à l'écoute et on suit. À partir du moment où le patient revient toujours, ça va. À partir du moment où il arrête de revenir, je préviens le médecin, voilà, il était dans cette condition, il a arrêté de revenir. Parce que je ne Voilà. suis pas médecin, mais il faut savoir, enfin, de mon point de vue, que les médicaments sur le long terme, ce n'est pas. Chaque patient est différent, chaque histoire est différente, donc ce n'est pas foncièrement tout le temps utile. Ce n'est pas forcément. Des fois, c'est une camisole de force parce que j'ai même eu une patiente qui est arrivée à un moment dans le cabinet, non, c'était un patient, en disant, et c'est arrivé à une collègue aussi, mais pas sous la même forme, en disant depuis que j'ai arrêté les médicaments, mon mari est devenu un con. Voilà. Donc, en fait, je veux dire, qu'est-ce que ça cache, cette camisole de force? Mm, Parce qu'avec cette camisole, évidemment, il y a des émotions négatives qu'on ne ressent plus. On ne ressent plus mm, la tristesse, on ne ressent plus l'angoisse. Et à un certain dosage, il faut réaugmenter. Parce qu'au bout d'un mm, moment, ça revient, bien évidemment. Mais on ne ressent plus non plus le plaisir. On ne ressent plus le désir. On ne ressent plus mm. l'improvisation. Tout ce qu'on a peur sous médication, c'est de se brûler les ailes. Donc, c'est ce que je dis à mes patients, enfermés devant Netflix avec le pot de Nutella. Puis tout à coup, on se regarde dans la glace, on se dit merde, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle connerie! Voilà. Voilà. Cet enfermement thérapeutique, je ne dis pas qu'il n'y en a pas besoin. Toute histoire est différente, mais que ça soit systématique pour tout le monde, ça n'ouvre pas la porte de la vie, ça ouvre la porte de la survie. Exactement, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, j'ai toujours considéré que c'était, alors à part les gens qui en prennent déjà depuis 20 ans, 25 ans, c'est compliqué après, parce qu'il y a quand même une dépendance qui est compliquée, surtout si le travail n'a pas été fait derrière. Voilà. Mais tous les nouveaux, en fait, depuis déjà pas mal d'années, je leur disais, on va passer un cap, ça va vous aider. Là, vous en avez besoin parce que vous êtes pas bien, et puis il va falloir tenir le coup. Donc, ça va vous aider à tenir le coup, mais le but, c'est pas de prendre du médoc au long cours. Le but, c'est vraiment
de faire court, ça peut être quelques mois, mais bon, même si c'est 4 mois ou 6 mois sur une vie, c'est rien, mais ça peut être quelques mois, mais le temps de faire un travail sur vous-même, le temps d'analyser les choses, d'avancer, de faire autrement, de réagir autrement, enfin voilà. Et ça, ce travail, moi, je peux pas le faire à votre place, ça va être à vous de le faire, peut-être en vous faisant aider. Voilà. Mais donc on est bien d'accord. Mais tu vois, là tu parlais du retour. Moi, j'aimerais bien, oui, que ce retour se fasse systématiquement. C'est ce qu'on a fait ensemble plusieurs fois. Tu m'as dit, bon ben un tel, enfin plusieurs fois, il y a eu besoin de temps en temps, un tel a arrêté ses médicaments. C'est important pour nous de le savoir. C'est important pour nous de le savoir. Faut pas le dire aux médecins parce qu'ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de faire quelque chose qui est pas bien. Bien Il faut sûr. dire au psy parce que moi je juge pas et puis c'est pas. Alors il y a des personnes comme tu dis qui le prennent depuis 20 ans, mais j'en ai plusieurs d'ailleurs qui arrivent dans le cabinet et au bout d'un moment ils tiennent pas debout parce qu'à force de prendre, plus ça va, plus on prend des Oui. médicaments. Tu sais bien qu'il en faut de plus en plus. Tout à coup Non. ils ressentent un symptôme, ils veulent rien ressentir. Donc il faut Hmm. en donner encore plus en plus. Ils arrivent, ils tiennent pas debout, ils ont plus de vie. Tu fais quoi à ce moment-là? Alors là c'est compliqué. C'est vrai que moi je diminue petit à petit en leur apprenant à ressentir leurs émotions. Hmm. Parce que s'ils n'acceptent pas de ressentir le négatif, ils ne ressentiront jamais de positif. Bien sûr. Mais pour ça, il faut quelqu'un qui les aide. Voilà, il faut, un Voilà. il faut une thérapie. Il n'y a pas Il de. faut une Alors, thérapie. Ça ne peut pas se faire sans thérapie, ça ne se ça. fait pas sans Voilà, thérapie. Ça, je suis d'accord. Faut un exactement. accompagnement. Et la relation doit aussi être avec le médecin qui doit être au courant que, ben voilà, peut-être qu'on bouscule les médicaments. En tout cas, on s'interroge et on suit le patient parce que de toute façon, le patient derrière le dos du médecin, il fait bien ce qu'il veut avec ses médicaments. On ne lui met On pas est de bien d'accord. dans la On bouche. est bien d'accord, mais je pense que s'il y avait vraiment une interaction entre les thérapeutes, en sachant qu'on garde malgré tout le secret médical Oui. du problème lui-même, hein. Parce que moi, c'est vrai que j'ai des patients qui m'ont pas tout dit, et pourtant on s'entend bien, voilà, il y a une bonne relation, mais qui m'ont pas tout dit, peut-être parce qu'ils me connaissent déjà un peu trop aussi, qui n'ont pas osé, je sais pas, mais je sais qu'ils m'ont pas tout dit, mais c'est pas grave en soi. Mais en revanche, sur l'actuel, sur comment ils vont, qu'est-ce qu'on fait, quel va être mon rôle, moi, pour les accompagner par rapport au thérapeute. Ça, c'est important, en fait, de ne pas nous laisser complètement euh, dans, dans dans le vague, quoi. Donc, voilà, si on va vers ça, je trouve que c'est plutôt bien. Je trouve que c'est Des fois, ils plutôt ne te bien. disent pas tout parce qu'ils ne savent pas aussi, hein. C'est se découvrir, c'est quelque chose de complexe. Donc, des fois, on ne sait pas. Et des fois aussi, on ne veut pas savoir. On met des barrières névrotiques un petit peu partout, ça nous protège. Et on se Oui, sent parce que ça protège. Un truc qui a été très, très douloureux à vivre, ben, mais pourquoi pas? Je veux dire, à on la se limite, protège. chacun choisit sa vie, et comme me dirait mon collègue, chacun fait sa vie avec ses propres godasses. Je veux dire, pourquoi pas? Si la vie de quelqu'un, c'est de survivre, moi, ça ne me dérange pas. Je suis ce qu'il veut de sa vie. Moi, je suis, c'est ce que je dis, peut-être la psy la plus cinglée qu'ils peuvent avoir. Oui, mais il faut, en fait, l'important, c'est de l'amener à savoir justement ce qu'il veut décider. Oui, mais souvent, quand on met des barrières névrotiques, on décide rarement de les enlever. C'est tellement douloureux de les enlever. Je ne peux pas savoir la douleur, ce que ça fait de les enlever. Donc, on les met en protection parce qu'on n'a pas envie de retourner dans cette souffrance. On préfère dire qu'on a avancé. On avance avec ces barrières. Mais en même temps, chacun choisit. Oui, mais voilà, mais c'est On ne pas grave. choisit pas pour les autres. Maintenant, les patients qui ont le plus avancé dans mon cabinet, c'est quand même ceux qui ont accepté de se reconnaître tels qu'ils étaient sans en avoir honte, hein, et de voler de leurs propres ailes, quitte à se brûler les ailes. Et en Mm, sachant que même s'ils se brûlaient les ailes, elles repousseraient parce qu'ils avaient appris ce que c'était. Le plus important, c'était la vie. Et que mm. tomber, c'était pas grave. De toute façon, ils se relèveraient. Ils se relèveraient de Se ça. relèverait, oui. J'en Mm, ai quelques-uns comme ça. Je t'avoue que je suis hors cadre. Des fois, je sors un peu de mon cadre, ce n'est pas forcément ce qu'il faut, mais ça me ressemble parce que la psychanalyse, et la psychanalyse, t'en fais quoi après? De tous ces liens que tu as mis en place, t'en fais quoi? Parce qu'après, ces liens, c'est bien, mais on en fait quoi de tous ces liens qu'on a mis en place? De toute cette compréhension, on en fait quoi? Là, c'est là que tout se joue en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Hein. Alors, comme disait Moussa Nabati, alors moi, je ne vais pas donner le nom très intelligent qu'il a donné à ça, quand on va pas bien, l'idée de faire sortir ce qui va pas bien, alors moi, c'est ce que je lui ai expliqué, ma technique, je vais sous la douche, je chiale, je gueule, personne ne m'entend, et voilà. Donc, lui, il a donné un nom très, très, très posé, très, qui ne, voilà. Mais peu importe, c'est la même chose, en fait. Accepter de faire venir ta souffrance, l'accueillir, ne surtout pas la retenir et ne surtout pas s'y opposer. Tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber.
et au bout d'un moment, tu vas te relever. Mais là, ce que tu vas voir autour de toi, ça va être magnifique. Et c'est, en fin de compte, c'est comme ça, c'est se connaître, connaître ses blessures, savoir qu'elles se Mhm. réactiveront. Elles se réactivent toujours à un moment de sa vie, mais moins profondément, et que tu te relèveras de façon avec plus de force à chaque Mhm. fois. Voilà, c'est ça en fait, la psychanalyse qu'elle t'apprend, c'est ça. C'est pas une méthode, il y a autant de méthodes que de personnes qui Oui, rentrent dans ton cabinet. Il y a autant d'histoires de vie. Et l'idée, c'est ce que je leur dis, l'idée, c'est que de ne pas avoir honte, même si c'est pas un sachant. On est là justement parce que on est tombé, on est tombé, on est tombé. Et il faut qu'on sache le reconnaître en fait face à nos patients. Reconnaître notre authenticité, reconnaître qui l'on est réellement, pas jouer au sachant, pas jouer. Et puis on est authentique. Enfin, un psy a le droit d'être triste. C'est bon. Évidemment qu'on clive dans le cabinet, qu'on montre aussi quelque chose. On n'est pas là pour faire notre thérapie auprès du patient. Mais on montre aussi beaucoup de nous-mêmes parce qu'on travaille avec nous-mêmes. Et ça, le psy qui va te dire le contraire, à mon avis, personnellement, il n'a rien à foutre derrière ce bureau. C'est ce que je dis à mes patients. C'est son authenticité qui va Mhm. aider le patient à Il va reconnaître aider. Mhm. la sienne. De toute façon, les patients n'ont pas besoin d'avoir une machine en face d'eux, hein. Voilà, tu sais bien. Sinon, ils parlent à leur mur. Et puis c'est bon. Voilà, C'est si ils ont besoin d'avoir quelqu'un et voilà. quelqu'un qui peut les comprendre et quelqu'un qui peut les aider et quelqu'un qui peut leur tenir la main. Justement, surtout dans les moments où ils vont plonger parce qu'ils vont ouvrir des portes qui sont douloureuses, il y a besoin de quelqu'un qui est là pour leur tenir la main. Ben, ça peut être qu'un humain. Enfin, donc un humain, ben, c'est avec toute sa composante. Sinon, c'est pas un humain, quoi. C'est Et écoute, même si c'est pas de notre rôle, c'est pas de moi. Alors, je vais faire hurler quand ils vont écouter la vidéo, mes collègues, mais ça m'est arrivé de prendre quelqu'un dans mes bras. Ça m'est arrivé, j'ai une patiente qui dissocie complètement. Ça m'est arrivé, je sais pourquoi elle dissocie. Enfin, il me semble avoir compris, mais je l'ai compris moi. Elle n'a pas encore fait complètement ce chemin, mais de la prendre dans mes bras lui permet de réunir ses morceaux, en fait. Tu vois ce Hum, que je veux dire? Elle se sent par ce moment-là, ces morceaux réunis. Et on peut sortir du cadre, simplement, il faut toujours savoir pourquoi on sort du cadre, qu'est-ce que cela implique chez nous. La psychanalyse, c'est un support, c'est quelque chose de très fort, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi l'humanité autour de nous. D'ailleurs, j'ai fait les urgences psychologiques, c'était pas par hasard, hein, pendant le Covid. Je suis sortie de hum, mon cadre de psychanalyste, bien évidemment. Mais tout ça, je pense, est en lien. Comme toutes les thérapies sont en lien, comme il y a ce lien thérapeutique, cette chaîne que j'ai hum, aussi avec certains psychiatres, qui pour moi est important. C'est un lien humain qui est indispensable. Et derrière ce bureau, je ne me vois pas ne pas être moi. Je ne me vois pas ne pas éclater de rire. L'autre fois, j'ai chanté avec une patiente. Enfin, je ne me vois pas. Je ne suis pas, évidemment, je raconte pas ma vie. Il ne faut pas exagérer. Il y a une déontologie hum, qui est respectée. Mais je ne me vois pas être moi. Je ne me vois pas jouer un jeu et jouer un rôle. Le psychanalyste, s'il n'a pas appris de lui-même, que peut-il apporter à un autre? hum, Comme le médecin. Toi, tu ne dois pas jouer un rôle. Tu es médecin, évidemment, tu apprends ce que tu as appris à la fac, mais tu es toi derrière ton fauteuil. Et les gens viennent justement parce que tu es toi et tu as été carrément, au moment de ton départ en retraite, j'ai bien vu, ovationné parce que tu es toi, parce que hum. tu es profondément humaine et que les gens recherchent cette humanité. Parce que dans ton regard de personne humaine, ils revoient, ça leur envoie l'effet miroir de leur propre humanité et du coup, ils existent. Exactement, exactement. De toute façon, les gens ne peuvent exister que si tu les considères euh, comme quelqu'un qui existe à part entière. Enfin, voilà. Si on les considère pas comme ça, ils n'existent pas. Ils sont un numéro parmi d'autres et ils ne peuvent plus être un numéro parmi d'autres. C'est pas possible. Surtout depuis le Covid, là, ça a Euh, explosé. Alors, Voilà, les encore plus. anxiolytiques, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux antidépresseurs? Et Parce que quoi? les Ah oui. anxiolytiques, on donne un petit peu ça comme des Smarties. Les gens prennent un peu ça comme des Smarties, un peu n'importe comment. Des fois, je leur dis, on remplace par les Smarties, vous allez voir s'il n'y a pas d'effet. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu Alors, penses ce de qu'il y a, ça? c'est que c'est vraiment deux choses différentes. Euh, c'est vrai que je commence, enfin, quand il y a besoin en dents l'aigu, je commence quand même assez facilement par les anxiolytiques avant de passer aux antidépresseurs parce que d'emblée comme ça, les antidépresseurs, non. Enfin, pour moi, non. C'est pas forcément justifié. Parce que tu as un coup dur, tu as quelque chose, enfin un coup dur qui évolue depuis parfois quelques mois, mais tu n'es pas forcément encore dans une phase dépressive. Simplement, tu as du mal, tu dors plus la nuit, tu as des angoisses parce que bah, le dimanche soir, tu dis, ça y est, il faut reprendre le boulot, je vais pas y arriver. Quand c'est un problème de boulot, quand c'est un problème familial, bon, bah, c'est tous les jours, mais ça se présente parfois un peu différemment, mais je démarre assez facilement avec des anxiolytiques à petite dose, avec des trucs légers.
j'ai changé un petit peu ma façon de faire depuis que j'avais vu, enfin que j'ai suivi une formation en ligne là-dessus. Euh, le médecin, lui, nous conseillait de prendre plutôt un anxiolytique à demi-vie un petit peu plus longue, contrairement à ce que nous disait la HAS, qui voulait des demi-vies courtes parce que ça s'arrête vite, etc. Sauf que quand on est dans une période vraiment d'angoisse, bah, du coup, tu renouvelles les prises. Et c'est là où il y a de la dépendance qui peut arriver plus facilement finalement, même s'ils ont une demi-vie courte, mais la dépendance peut arriver plus facilement. Alors, voilà, moi je fais ça au départ, je revois les gens, enfin, je dis les gens, les patients, si les gens, parce que finalement c'est les gens, hein, euh, assez rapidement. Et puis quand j'ai pas le temps de les voir, je leur demande au moins un coup de fil. Et puis si eux m'ont pas appelé, on les appelait, voilà, pour savoir ce que ça donnait. Et quand je dis rapidement, c'est-à-dire dans les 8 premiers jours, déjà, je faisais un premier arrêt parce que je voulais pas qu'ils prennent la voiture ou autre avec un traitement au départ. Et puis, ça permettait de souffler aussi, de commencer à prendre un peu de recul. Euh, et on se revoit et on voit ce qu'on met en place après. Je leur balance pas tout du premier jour parce que le jour où ils commencent à en parler, si on leur dit faut aller voir quelqu'un, faut faire ci, faut faire ça, faut prendre un traitement, faut machin, ils sont, enfin ça les assomme encore plus en fait. Donc on commence la discussion et puis je mets ça en route pour qu'ils soient un petit peu écrétés au niveau des émotions, qu'il y ait moins d'angoisse et puis qu'ils arrivent à parler, puis après, voilà, on voit. Et on voit si on passe aux antidépresseurs ou pas. Quand c'est quelque chose qui va être long, qui dure depuis longtemps, où il va falloir un suivi vraiment à côté, ben, j'arrive à les amener avec les antidépresseurs, surtout quand il y a le manque d'envie, le manque de, enfin bon, tous les signes en fait de la dépression que ne mettent pas forcément en évidence. Mais bon, voilà, en posant des questions, on arrive à voir si en effet ce sont des vrais signes de dépression ou pas. Les antidépresseurs, je trouve que ça marche pas mal, mais c'est pas une fin en soi. Mais les anxiolytiques non plus, hein. Mais c'est vraiment deux choses différentes en fait. Ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Après, il y a des angoissés chroniques. Donc, il y a un antidépresseur qui marche bien sur l'anxiété chronique et sur la dépression. Bon, moi, j'ai assez tendance à utiliser quand j'utilise un antidépresseur, je m'adresse quand même beaucoup à des gens qui sont encore en activité dans ma pratique. Donc, j'utilise des antidépresseurs qui vont leur permettre de retourner au travail rapidement parce que j'essaye de ne pas les arrêter trop longtemps parce que finalement, plus on arrête et plus c'est difficile de reprendre. Surtout quand c'est ça qui a été la situation douloureuse. Enfin, moi, je suis beaucoup plus confrontée aux problèmes de boulot et de harcèlement de boulot que, que d'autres types de dépression, en fait. Après, les dépressions dues au harcèlement familial, euh, j'en ai eu des patients comme ça, mais c'est compliqué. Et puis en général, de toute façon, ça se termine toujours par faut arriver à ce qu'ils arrivent à avoir la force de partir, parce qu'il n'y a pas d'autre solution en principe. C'est ça. Donc ça, c'est plus compliqué, mais voilà. Au niveau antidépresseur, moi, je ne suis pas contre les traitements, hein. Pareil, j'en ai pris moi aussi, parce que je ne pensais pas en avoir besoin un jour. Et c'est un confrère qui m'a dit, mais là, Hélène, il faut que tu te traites. Et j'ai bien compris le processus, en fait, qui m'a, au fil du temps, qui m'a amené à cette dépression. Euh, Bon, et puis je pouvais plus faire de choses, donc j'avais plus envie de les faire. Et puis finalement, à cause voilà, de douleurs ou de choses comme ça, où j'avais plus envie de faire des choses, j'avais plus la moelle. Mais bah oui, mais j'avais pas le temps. Donc après, on se trouve des excuses qui masquent en fait ce manque d'envie. Surtout quand on est quelqu'un d'actif. Et il faut beaucoup s'en méfier, ça, tous les gens qui sont très actifs, qui vont se noyer dans le boulot finalement, alors qu'ils sont en pleine dépression. Il y en a qui s'effondrent. Donc là, à la limite, on les voit. C'est facile. Parce que d'emblée, on peut leur dire, mais vous êtes en dépression. Mais c'est tous ceux qui sont actifs et qui vont lutter, 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 lutter parce qu'ils ont été élevés comme ça, parce qu'ils ont des modèles de gens hyper courageux. Donc, ben, on continue. Et puis,
ou parce qu'ils sont dans des situations, dans des métiers où ils sont un petit peu pris en otage, bah, comme les nôtres, hein, parce que si toi tu fais pas, bah oui, mais tu laisses des patients sur le carreau, donc bah non, tu peux pas, parce que c'est anti toi, puisque tu as donné ta vie aux patients, donc tu peux pas les laisser tomber. Donc tu te laisses tomber toi-même pour pas les laisser tomber eux. Mais à un moment donné, bah, on est comme des piles. Et je pense qu'on ne peut pas se donner si on ne s'est pas rechargé. Donc il faut savoir aussi à un moment s'arrêter. Donc moi, c'est un copain qui m'a dit, là, il faut que tu te traites. Ça m'a servi dans mon expérience parce que comme tu disais, bon, je ne parle pas de ma vie privée, mais euh, d'avoir dit aux patients que moi aussi j'en avais pris, que moi aussi j'avais été suivie par quelqu'un, ça a permis de les amener eux à accepter le fait de se faire traiter. Donc finalement, bah, ma foi, autant que ça serve, hein, l'expérience. C'est si ça a pu gagner du temps pour eux. Voilà. Et c'est ce qu'on dit, nous aussi, en tant que psy, on leur dit qu'aussi, enfin moi je leur dis aussi que je ne suis pas derrière, quand je vois que ça bloque, derrière ce bureau par hasard, j'ai accepté de tomber et c'est ce qui m'autorise à me relever. Donc du coup, ils te regardent comme ça et ils se disent, tiens, la psy est humaine, on va peut-être pouvoir faire quelque chose de notre côté. Comme tu dis, Voilà, c'est ça, en le fait. transfert un peu qu'on a médecin. Et je trouve qu'aussi, on trouve des excuses pour autoriser notre névrose à garder le pouvoir. On lui trouve toutes les excuses du monde, n'importe quoi. Là, il faut que je fasse ma soupe, là, je sais pas, des excuses à la con. Oui, Pour laisser la névrose, en fait, la névrose n'a plus le pouvoir quand vous avez accepté de ne plus survivre. Quand vous avez accepté d'essayer de trouver des choses qui vous passionnent, de prendre des risques et d'improviser. C'est ce que je dis tout le temps à mes patients. Le jour où vous avez décidé de prendre la voiture et de se dire, là, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais et je vais voir, ça peut être pour des petits parcours, ou de dire, là, tout à coup, je tourne quelque part, c'est que vous avez ouvert une porte. Ouvert une porte dans ce qui est... Parce que ce qui est névrotique, souvent, on sait très bien que c'est en nous depuis longtemps. Alors ça a bougé au fil du temps en fonction des rencontres, en fonction des émotions, en fonction des choses qui ont bouleversé nos émotions, donc on peut appeler des traumatismes, mais c'est quand même là au départ. Et il faut bousculer ce tout, cela, ce bloc pour vivre. Autrement, tu arrives à des gens, j'étais en soins palliatifs à un moment donné, et tu arrives avec des gens qui sont en mode panique parce qu'ils vont mourir. Et ils ne sont pas en mode panique parce qu'ils vont mourir, ils sont en mode panique parce qu'ils n'ont pas vécu. Et ça interroge, c'est une vraie, ce que je dis, une vraie leçon de vie. C'est très poignant, c'est une leçon de vie. La vie, il ne tient qu'à nous. Si on fait, voilà, je vais bosser à telle heure, je fais tel truc, c'est-à-dire je mets des barrières partout, je fais la bouffe là je fais là je vais voir mes amis, mais là c'est là. Et si un jour on propose quelque chose, ben non, non, c'est hors du cadre, je ne veux pas découvrir, je ne veux pas faire autre chose, parce que si je fais autre chose, je vais peut-être découvrir quelque chose que je ne veux pas voir. Et je pense que c'est quand on s'autorise à tout voir qu'on peut à ce moment-là tout découvrir. oui, il y a ça. Je pense aussi qu'il y a des fois, on est dans un carcan, on se l'autorise pas, pas parce qu'on a peur d'autre chose, mais parce que on a peur de décevoir, parce qu'on ne reste plus dans le carcan. Oui, mais c'est ça, mais Parce c'est en fait, c'est parce qu'on a besoin d'un socle Et pas sûr. forcément décevoir soi, mais décevoir enfin, les autres, la famille, Mais c'est euh, miroir, et là, ça c'est miroir, donc c'est se décevoir soi au départ, c'est-à-dire ce socle que l'on doit avoir pendant l'enfance et qu'on n'a pas souvent, parce que quand on est expulsé du corps de la mère, donc on est en dehors, donc il y a automatiquement une violence qui déjà crée ce manque de mm, sécurité. Il suffit qu'après, il y ait eu des circonstances dans notre vie qui nous amènent encore plus insécures, et tout le monde est insécure quelque part. Cette insécurité, elle crée ça en fait. On cherche la mm. sécurité, et quand on ne la trouve pas en nous-mêmes, on la cherche où? Dans le regard de l'autre. Alors qu'en fin de compte, la plus grande des sécurités, c'est en nous-mêmes et c'est sans personne. Et je crois que c'est la chose la plus difficile à obtenir, se sentir, alors sécure 100%, on ne peut jamais. Je pense qu'on a toujours besoin des autres et on saura le dire, toi et moi, Mm. parce qu'on est profondément humaine. Et moi, si je n'ai pas de lien humain, je pense que je ne vis Oui, pas. bah, C'est quelque chose de très important pour moi. je n'envisage même pas. On l'envisage même pas. On l'envisage C'est ni pour l'une ça que, ni l'autre. c'est pour ça que le passage à la retraite a été difficile enfin, et l'est encore. Mais on va le voir, on va se voir, on va se voir. C'est cette humanité, en fait, cette humanité Mais qui fait lien, qui fait socle, cette spontanéité qu'on a, toi et moi, on ne s'est pas rencontrés par hasard, cette authenticité, on ne s'est pas rencontrés par hasard. D'ailleurs, j'ai envie, entre toi et moi, de chanter la goutte d'eau de Nicole Rieu dans une église. Je sais que tu as un accès à une église à Dordive, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas avec toi la guitare? C'est vraiment quelque chose qui me rappelle un petit peu ma vie passée, où je chantais avant, et j'ai vraiment envie de ça. Donc ça, c'était la petite parenthèse
personnelle et douce. Alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu rentres le soir fatigué? Comment fais-tu pour te libérer de la souffrance que tout le monde a déposée si lourdement dans ton cabinet? Parce qu'elle fait automatiquement lien avec des brides de ton vécu par moment, elle fait forcément lien avec ta souffrance aussi par moment. C'est nous ce qu'on appelle le contre-transfert au Mm. cabinet. Je pense que tu le vis, étant spontané, étant un médecin comme tu es authentique, tu dois vivre ces moments. Alors, euh, en fait, j'ai vécu une chose très douloureuse pendant mes études. À un moment donné, enfin, j'étais interne hein, déjà, et j'étais à Cochin dans un service de cancéro, fin de vie. Enfin, j'avais que 6 lits à m'occuper, hein, mais 6 personnes, fin de vie. Et tous les jours, bah, je passais, etc. Une de mes premières actions avec eux, parce que je pouvais rien faire en fait. Hein. Bon, voilà, il y avait les chimios, il y avait les trucs, et encore à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Donc on savait qu'ils allaient mourir. Et un de mes premiers trucs, ça a été de d'arrêter déjà plein de prescriptions du médecin qui était responsable du service, avec des prises de sang une fois tous les jours, parfois même 2 fois par jour, pour suivre, pour savoir ce qu'on allait mettre, comme sel, comme poivre dans la perfusion. Enfin bon, moi j'ai dit aux infirmières, on commence à leur foutre la paix là. Déjà, on les piquera que tous les 2 jours, voire 3 jours, parce que de toute façon, ça changera rien. Donc, on va arrêter de les faire souffrir encore plus. Bon. Et puis les infirmières étaient très contentes parce que ben, elles n'arrivaient plus à les piquer. Enfin, c'était. Voilà. Alors, je me suis fait engueuler, bon, mais c'est pas grave. Hein. Je voyais les familles parce que la chef de service ne les voyait jamais. Donc j'ai vu les familles, mais à l'époque j'avais 20. Ouais, c'était avant, bien avant de m'installer quand même encore. Je devais avoir 24 ans, quoi. Donc c'était lourd. Moi, j'avais vécu une vie heureuse, hein. Voilà, un père malade, mais maman nous a jamais fait sentir sa maladie. On a vécu une vie différente, mais toujours très gaie, très pleine, très festive. Enfin, moi, j'ai jamais ressenti quoi, aucun traumatisme, voilà, là-dedans. Euh, et donc, c'était pas évident à vivre. Et puis un jour, il y a une dame. Je ne suis pas passée la voir parce que je n'arrivais plus à soutenir son regard le matin qui me disait quelque part qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, enfin voilà, sauvez-moi, enfin des trucs, sachant pertinemment que j'avais pas de réponse à lui apporter et je n'arrivais plus à soutenir son regard et je ne suis pas passée dans sa chambre. Et je m'en suis voulu, j'ai pas dormi la nuit et je me suis dit mais punaise, t'as franchement pas été courageuse, t'es médecin, toi t'as rien à, enfin tu vas bien, elle va mourir et t'as même pas été capable de lui apporter, de lui laisser, tu lui as même pas donné la possibilité de te demander ce soutien. Et là, tu es en dessous de tout, t'as pas le droit de faire ça. Et je me suis juré que plus jamais je ne ferai ça. Et en fait, soutenir les gens, pour moi, c'est pas un fardeau. Et quand c'est pas un fardeau. Alors, ça a été un petit peu ambigu à un moment donné. Disons que, justement, quand j'ai fait la psychothérapie, parce que j'étais en burn-out, Euh, ce que m'a fait comprendre aussi la psychothérapeute que j'ai eue à ce moment-là, en fait, je lui dis, mais j'ai pas le droit de me plaindre. Quand je vois tous ces patients là qui vivent des choses extrêmement difficiles, extrêmement compliquées, je n'ai pas le droit de me plaindre. Et je ne m'autorisais pas à me plaindre, en fait. Et puis un jour, bah, j'ai craqué parce que je pouvais plus. Et là, j'ai réussi à me plaindre. Et elle m'a dit, mais vous avez le droit. Ce sont 2 plaintes différentes. Ça ne vous empêche pas de vous occuper des autres. Ça ne vous empêche pas qu'on pense à vous. Mais voilà. Et donc, j'ai réussi à séparer les choses, si tu veux. Mais j'ai toujours porté le poids de ce qu'on me disait. J'ai toujours réussi à prendre du recul malgré tout par rapport à ça. Il y a même des fois où je me suis dit, c'est pas possible, t'es insensible. Mais je n'ai pas, parce que je me suis pas effondrée. Alors si, il y a quand même des fois où j'arrivais, je pleurais et puis et j'étais épuisée. En fait, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Mais j'ai toujours trouvé l'énergie pour ça. Je l'ai pas trouvé pour moi, pour mes propres problèmes, mais je l'ai trouvé pour les autres. Mais bon, parce que franchement, cette expérience je me suis dit, mais c'est le métier que tu as choisi. Alors, ou tu choisis un autre métier parce que tu ne te sens pas capable de le faire, ou tu choisis ce métier-là, et là, ça en fait partie.
Et il faut que tu sois capable de faire ça. Donc l'énergie, tu la trouves ailleurs, tu te démerdes, mais tu trouves l'énergie pour les patients qui en ont besoin et qui ont besoin de ce soutien au moment où ils en ont besoin. Voilà. Et donc quand je rentrais le soir, bah déjà j'avais un mari à qui je pouvais pas en parler parce que bah, il subissait déjà quand même, hein, mine de rien, les horaires, les voilà. Donc je voulais pas lui parler, donc on parlait pas du métier. De temps en temps, quand même, il y a des choses qui sortaient parce que j'avais besoin de lâcher un peu. Mais globalement, non, moi je l'ai pas vécu comme un fardeau en fait, comme un poids ça. Alors, ce que j'ai vécu comme un poids, en fait, c'était plutôt quand j'ai été en surmenage, avec vraiment trop de passion à voir, l'impression de tout faire mal. Et ça a été intolérable pour moi. L'impression de ne pas faire bien mon métier, de ne pas le faire à fond. Je pouvais plus faire la prévention, je pouvais plus examiner les gens, j'avais plus le temps de les examiner à fond, j'avais pas le temps de les rappeler, j'avais pas le temps, enfin, voilà, j'avais pas le temps de leur consacrer le temps que j'aurais voulu. J'avais pas le temps de faire les choses bien à la maison avec mes enfants, tout le temps en courant, tout le temps, je faisais pas à manger correctement. Enfin, bon, donc l'impression de tout faire mal. Et ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué à vivre. Et c'est là où la psychothérapeute en fait m'a bien aidée. Elle m'a dit mais vous avez le droit de pas être parfaite, hein. Et oui, c'est vrai, on a le droit de pas être parfait. Et déjà ma mère me l'avait dit, elle m'avait dit mais ça c'est de l'orgueil. J'ai dit, punaise, c'est dur. Tu me vois pas comme ça. Tu me fais un reproche supplémentaire. Elle dit, si, t'es pas parfaite, eh ben t'es pas parfaite. Et puis voilà. Je dis, mais oui, mais regarde-toi comment t'as fait, regarde avec papa, comment maman avec tous ses problèmes de santé, mon père malade, elle s'est occupée de lui pendant des années. C'était une sclérose en plaques, c'était très lourd à porter. Elle nous a eu, voilà, 2 enfants qu'elle a assumés aussi, enfin un boulot. Enfin, je dis, mais comment t'as fait? Mais t'as jamais failli. Bon, elle avait une foi profonde, mais euh, et puis bah oui, bah j'ai appris à ne pas vouloir ressembler à maman. Elle était exceptionnelle, bah je suis pas exceptionnelle. Je le suis peut-être sur d'autres points, je le suis pas sur celui-là. Et puis si je le suis pas du tout, bah c'est pas grave. Et ça revient à ce que tu disais, s'accepter soi tel qu'on est, avec nos faiblesses, avec nos manques. Voilà, ne plus être envieux d'un truc, ne plus viser quelque chose d'inaccessible, qui ne sert à rien, qui fait que ça nous rend malheureux finalement. Parce que oui, on a l'impression de tout faire mal. Et quand j'ai compris ça, ça a été beaucoup mieux. Ça a été beaucoup mieux. Donc j'ai mis une croix sur certaines choses. Eh ben ça, c'est pas fait. Ben c'est pas grave. Eh ben ça, c'est pas fait. C'est pas grave. Eh ben là, j'ai loupé. Je vais me rattraper la fois d'après. Mais je le vivais autrement. Voilà. D'où l'intérêt de vos métiers qui peut nous aider à vivre mieux nos situations, en fait, à nous accepter tel qu'on est et ce qui est important, et moi, ça m'a beaucoup aidé dans la suite de mon métier, en fait, à ne plus culpabiliser par rapport aux patients. Bah, de toute façon, des loupés, j'en ai eu, on en a tous, parce qu'on ne peut pas faire à 100%, c'est pas possible, hein. Les journées longues 24 heures, c'est voilà. Donc, mais j'ai déculpabilisé, du coup, ça m'a permis d'avoir tout le temps que je prenais à me faire des discours, à pas aller bien, tiens, ben, c'était du temps perdu, puis qui me rongeait de l'énergie, en fait, qui me bouffait de l'énergie. Cette énergie-là, du coup, je l'ai récupérée pour en faire en positif. Donc voilà, bah, jusqu'au moment où là, de nouveau, j'ai refait un burn-out parce que trop de monde, à un moment donné, de toute façon, tu peux plus, quoi. Quand tu as la tête là, bah, tu arrives encore à marcher. Quand tu l'as là sous l'eau, c'est plus possible, tu peux plus respirer. Mais voilà, quoi. Cette souffrance des patients, c'est vrai que ça a été compliqué, mais pas insurmontable pour moi, en fait. Elle l'a été à un moment donné de ma vie, et franchement, elle ne l'était plus après. Elle ne l'était plus après. Je me suis d'ailleurs, et à chaque fois que j'ai eu un loupé, parce que pas le temps, pas au courant ou autre, je m'en suis voulu quand même. À chaque fois que j'ai pu, j'ai assisté les patients en fin de vie chez eux. Il m'est même arrivé d'aider les familles à faire les toilettes du défunt. Dans le temps, on faisait les toilettes avant que les pompes funèbres passent. Voilà, qui était un moment de, de partage, d'aide euh, et de soins aussi, que je considérais comme étant du soin. D'aller voir les personnes après ou de leur téléphoner quand il y avait eu un décès dans la famille. C'est difficile parce que quelque part, on dit, nous, que on a failli. Mais quand on
quand on relit bien notre serment d'Hippocrate, c'est pas, on n'est pas là pour guérir, on est là pour soigner. Et on sait très bien qu'on guérira jamais tout le monde. De toute façon, on doit mourir un jour. Donc voilà. Donc, je n'ai plus vu ça à un moment donné comme une faille de médecin, si tu veux. J'ai pas un manque à ma mission. Je voyais ça comme une prolongation de ma mission. Bon, la personne était décédée, la famille avait besoin d'aide pour faire le deuil, pour passer ce cap douloureux dans leur vie. Eh ben, j'étais là pour le faire, pour les aider, enfin pour le faire, hein, pour les aider au moins. Et ils savaient qu'ils avaient une écoute, et s'ils avaient besoin, ils pouvaient m'appeler. Voilà, et je leur disais. Je considérais ça comme du soin aussi, et comme une prolongation de ma mission en fait de, de, de soignants, en fait. Pas de médecins, mais de soignants, à tout point de vue, que ce soit là-haut, que ce soit là, que ce soit euh, orthopédique, que ce soit n'importe quoi, en fait. Donc voilà, il y a des fois, c'était lourd. Là, au moment du Covid, c'est vrai que cette histoire, toutes ces histoires psychologiques, ça a été lourd, mais à porter, mais ça va. Là, tu vois, ce qui me gêne le plus, c'est de me dire, j'ai pris ma retraite. Je pense que s'il n'y avait pas eu mon mari et mes enfants, j'aurais probablement continué. Mais à quel prix? À quel prix pour moi au niveau physique? Et puis avec des gros risques, parce que là, j'avais quand même des gros problèmes de mémoire, avec un risque de faute professionnelle qui me pendait au nez, là, parce que j'avais des oublis, parce que je me souvenais plus, même une personne que j'avais vue la veille, je m'en souvenais plus. Enfin bon, ça devenait. Il était temps que j'arrête, sinon je risquais de gros pépins. Mais je pense que j'aurais continué parce que je m'interdisais de m'arrêter, parce que les patients sont dans la panade, parce qu'on est nombreux à être partis, parce qu'ils ne trouvent plus de médecin traitant, parce que c'est, voilà, mais c'est une situation nationale, et puis voulue, en plus. Bon, voilà, donc c'est une situation politique, on n'y peut rien, et je n'y peux rien, et je ne porterai pas toute la misère du monde sur mes épaules, à moi toute seule, mais ça, c'est difficile à vivre. Et de prendre du recul par rapport à la retraite a été très, très compliqué. Ça a été vraiment compliqué parce que j'ai eu un sentiment d'abandon des patients. Parce que tant que je faisais, même si je faisais pas tout, j'avais une excuse, c'est qu'il y avait trop et je pouvais pas faire tout. Voilà. Mais là, j'ai vraiment eu ce sentiment d'abandon. Euh, Ce qui m'a fait beaucoup de bien, bah, c'est déjà de me faire opérer parce que du coup, bah, là, j'avais une obligation. En fait, je me suis trouvé des obligations pour pouvoir m'arrêter. Et donc c'est. Mais maintenant, ça y est, maintenant je le vis mieux, puis voilà, ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Et surtout, et alors là, c'est extraordinaire, c'est tous les retours de mes patients. Ce que j'ai mis dans mon mail, tu l'as reçu, le premier, voilà, où je les remerciais de leur compréhension vis-à-vis de ma cessation d'activité. Tous les messages que j'ai reçus d'eux, alors évidemment, au début, il y a eu oh, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Bon, c'est logique, hein. Mais, euh, mais tous les messages dans le livre d'or, il y a quand même deux petits livres hein, complets. Il y a eu plein de cartes, plein de cadeaux, plein de choses. Et à chaque fois, un message, c'est merci, vous avez pris soin de nous pendant toutes ces années, à votre tour de prendre soin de vous. Et ça, c'est un message qui revient, mais plein de fois. Donc, ils ne m'en veulent pas, ils ne me jugent pas, au contraire. Euh, Ils vont se démerder comme ils peuvent. Il y en a qui vont pas avoir de soins, hein, ça c'est clair, hein. Il y a des personnes âgées, voilà, moi dans 2 ans, je prédis une vague de décès sur Dordive parce que j'ai fait des ordonnances pour 1 an, mais après, bah, toutes les personnes qui peuvent pas se déplacer ou pas se déplacer loin, bah, elles n'auront pas de médecin, quoi. Et en plus, il y en a plein qui n'ont pas de visio, forcément, les personnes âgées, elles n'ont pas Internet. Donc, ça va être une hécatombe. Mais ben, moi, j'aurais fait ce que je pouvais dans le moment où j'étais sur en fonction, quoi. Et puis là, je passe à autre chose. Alors, j'abandonne pas tout le monde non plus, j'abandonne ce côté médecin, mais j'avais l'intention, puisque moi j'ai la foi et j'ai une action déjà au niveau de la paroisse en animant les messes,
Je me donne un an là pour ranger ma maison, pour me réparer moi, enfin pour faire ce que j'ai à faire, que j'ai pas fait depuis 10 ans. Et puis après, je vais faire une formation pour faire les obsèques. Voilà. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'accompagner les familles. Et en tant que soignante, je peux comprendre quelque part leur douleur, leur détresse par rapport à la maladie, par rapport à ce qu'ils ont enduré d'être accompagnants d'un malade, enfin, ce qu'ils ont subi, etc. Et donc, je peux amener cette dimension autre par rapport aux autres personnes qui font les obsèques. Eux, ils apporteront autre chose, hein, mais disons que voilà, et je me dis, et je peux encore apporter du soin quelque part, avec de la bienveillance, avec de l'accompagnement, pour que ça se passe mieux et que ce soit un traumatisme peut-être moins traumatisant, que le deuil se fasse. Il faut qu'il se fasse, mais qu'il se fasse dans de meilleures conditions, peut-être que tout ce qui s'est passé dans le Covid, avec des gens qui n'ont jamais pu faire leur deuil. C'est inadmissible. Quelle est la civilisation qui n'enterre pas ses morts dignement? Aucune. Toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, ont enterré leurs morts dignement. Avec certains rites qu'on peut trouver barbares pour certains ou pas, mais avec des rites, avec quelque chose. Et là, dans le Covid, ils ont empêché ça. Et il y a des familles qui n'ont toujours pas fait leur deuil, qui n'ont pas pu revoir leur défunt, qui n'ont pas pu leur dire au revoir, qui n'ont pas pu aller à l'église, enfin, qui n'ont pas pu faire leur deuil. Et donc, voilà, donc ce traumatisme-là, qu'en est un pour moi, de ne pas pouvoir accompagner les patients, mais de toute façon, je ne peux pas les accompagner tous jusqu'à leur mort, c'est pas possible à un moment donné, même si moi je meurs, il y en a forcément qui sont sans tout bim, hein. Eh ben, je vais le prolonger d'une autre façon, en fait. Voilà. Donc ça fait partie de mes projets, pour arriver à passer ce cap, en me disant, je fais quand même quelque chose encore. Voilà. Voilà. Alors l'altruisme, si on voit en psychanalyse, on va dire que, enfin, certains diront que l'altruisme, le véritable altruisme n'existe pas parce qu'il nous renvoie toujours une image qui nous remplit. Moi, j'ai envie Oui, de dire en tant que psy que j'en ai strictement rien à foutre en fait. c'est pas L'important, grave. c'est de trouver l'équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on leur renvoie. Alors, Est-ce que ça nous renvoie? Enfin, je pense qu'on ne le fait pas initialement te connaissant un peu et puis pour que ça nous renvoie quelque chose, parce que je pense que quand ça te renvoie rien, tu vas le faire quand même. Tu le fais pas exactement. pour ça. Voilà, tu le fais pas. Il y a une gratuité dans ton altruisme. Je te connais, on se ressemble pas par hasard. Si on te renvoie pas, c'est pas grave. Si on te renvoie quelque chose de négatif, c'est pas grave. Ça t'empêchera pas de continuer à renvoyer. Et je pense que Exactement. c'est peut-être le véritable altruisme, Hélène. Mais, malgré C'est tout, quoi? mais moi, le fait de le faire me rend heureuse. Oui, le fait le geste de le faire, de donner, Voilà, ce qu'on moi, me appelle, rend heureuse. je dirais Donc, peut-être le don de soi gratuit, alors, c'est-à-dire tu quelque, donnes et si tu n'as rien, quelque part, c'est pas c'est gratuit. gratuit. Si on veut aller par là, c'est pas gratuit puisque ça me rend heureuse de le faire, que j'ai un retour ou que j'en ai pas. Et quand j'ai un retour, que je n'ai pas cherché forcément, hein, mais quand j'ai un retour, alors là, c'est magique. Ce qui s'est passé avec mes patients au moment de mon arrêt, là. Je m'attendais pas du tout à ça de leur part. Et je m'attendais même à plus de reproches qu'autre chose. Et ça a été magique. Et je me dis, punaise, mais tout ce que j'ai donné ces années, je m'étais pas rendu compte que j'avais donné autant, en fait. Eux l'ont ressenti comme ça. Mais moi, Oui, je m'étais elle pas l'a rendu compte de ressenti. ça. Mais là, pourquoi le don de soi ne serait pas gratuit? Ça te fait plaisir de donner. C'est pas pour ça que c'est pas. Ah, mais je dis pas que c'est négatif. On peut philosopher hein, des heures. Oui, oui. Mais Non, le non, fait, mais mais si tu n'as pas de retour et que tu arrives à je m'en donner, pour moi, fiche. il y a une gratuité. Même si ça te fait plaisir de donner, tu le donnes en accord avec toi, avec ton Oui, c'est ressenti, ça. C'est ça. avec ton équilibre. Ça te donne un apaisement parce que ça te correspond. Mais Hmm. à partir du moment où tu n'attends pas de retour, il y a une gratuité. C'est-à-dire tu donnes parce que Oui, je suis d'accord. ça Voilà. correspond à toi. Donc, Moi, dans je ce suis cas-là, pour d'accord. moi, il est gratuit, le don de soi. Il n'attend pas un retour et il n'a pas besoin de retour. Si un retour, c'est bien. Si on n'a pas, c'est pas grave. Mais en fait, tu te rends compte que quand tu as du don de soi, tu as toujours des retours à un moment donné. Pas Pas toujours. forcément d'ailleurs des gens auxquels tu aurais pensé. D'ailleurs, c'est ça qui est fou. Ouais, pas toujours, mais est-ce que c'est grave en fait? Mais c'est pas grave en soi. À partir du moment, enfin, moi je me dis, déjà ça me rend heureuse de le faire. Bon, bah, je vois pas où est le problème, quoi. Donc je le fais, point barre, hein, c'est tout, hein. Et puis même si parfois ça me coûte de le faire, je le fais pour l'autre parce que il y a besoin, parce que ça va lui faire plaisir, même si moi ça me gonfle. Eh ben c'est pas grave, mais ça va lui faire plaisir. Bon allez, je le fais. Voilà. Là, t'es dans, Et là, puis finalement, voilà, t'es dans et autre chose. finalement, je suis contente après coup.
de l'avoir fait, parce que je sais que je lui ai fait plaisir, donc je suis contente de l'avoir fait quand Mais tu même. t'oublies toi sur le moment parce que toi, ça te coûte. C'est bien ce que tu dis dans ce cas-là, ça te Oui, coûte. Tu donnes et ça te coûte, mais tu le donnes quand même. oui, voilà. Et puis finalement, ça me coûte pas tant que ça après coup. Parce que c'est pas de l'instantané, ce genre de choses, de toute façon. Donc on peut pas raisonner en instantané. Non. Là, je te dis, ça me coûte parce que c'est pas le moment, parce que la personne, elle me gonfle, parce que je la supporte plus. Mais bon, elle en a besoin, allez, je vais lui faire. Et puis ça va pas me prendre tant de temps que ça. Et puis finalement, ça va me coûter quoi, au fond? Pas grand-chose. Et je le fais, et puis elle est contente. Bon, bah finalement, je suis contente aussi. Ça m'a coûté quoi au total? Alors si, au moment où j'ai dit, oh zut, et au moment où je l'ai fait, je dis, oh bah finalement, c'est fait, et puis c'est bien, il s'est écoulé un laps de temps, mais ce laps de temps, il a été rempli par quelque chose de positif, et moi, j'en ai tiré du positif, personnellement. Donc, donc finalement, et puis on vit mieux, et puis on vit mieux. Sinon, On vit dans le partage en fait. et puis il faut vivre en partage. Voilà. Voilà. Et quand on partage, c'est pas que avec des gens avec qui on s'entend bien, que avec des copains. Et puis, c'est pas que c'est toi qui m'écoutes et qui écoutes mes problèmes. Il faut aussi que j'écoute les tiens. À côté de ça, je te partage un moment de joie que j'ai eu. Bah, il faut que je te le partage aussi. Et réciproquement. Enfin, c'est voilà, on vit avec les autres. Donc, bon, bah voilà, bah, ça fait un peu de vague. C'est pas grave. Le tout, c'est que la moyenne, bah, on vive bien. Enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. Mais bon, ça, c'est en moi. J'ai été conçue comme ça, tant mieux. Mais c'est comme ça, de toute façon, on va pas J'y changer. suis pour rien. Puis, J'y suis pour rien. J'ai si été ça te... conçue Mais comme ça, non, c'est dans c'est les pas vrai. gènes. Non, Et puis non, j'ai je eu une pense pas. éducation aussi. Et j'ai eu une éducation aussi comme ça. Je pense pas. T'en as fait quelque chose qui te ressemble. Je crois pas qu'on est spécialement conçu comme ça. On en fait quelque chose qui nous ressemble. Oh, Et je pense quand même que tu as quand même des tempéraments plus ou moins égoïstes, plus ou moins altruistes, plus ou moins. Tu as quand même des tempéraments au départ. tu Et crois? après, tu en fais ce que tu veux. Ou tu développes ce truc-là, ou tu veux pas le développer. Ou on a tous un côté un peu mauvais, enfin mauvais entre guillemets, hein, un côté bon, un côté mauvais. De toute façon, on a tous un peu de tout, mais t'en as qui ressortent, t'as des traits de caractère qui ressortent plus quand même. Après, les traits de caractère qui sont pas forcément les meilleurs, à toi de savoir si tu veux euh, les faire valoir plus ou si tu les laisses un peu en retrait. Tu t'en sers de temps en temps parce que ça fait partie de ton équilibre, mais c'est pas cela que tu vas mettre en avant. Ça, oui, tu as un choix à faire, mais enfin, moi, j'ai pas eu l'impression que j'avais un choix à faire, hein. J'ai choisi ce métier depuis toute petite. Enfin, je sais pas, pour moi, ça a été facile, hein. Enfin, j'ai l'impression que ça a été facile. Ouais, bah, pas pour moi. Et tu vois, par contre, la rencontre avec toi, c'était une très belle rencontre. J'ai vraiment apprécié. J'ai pas apprécié j'ai même pas apprécié le médecin en première intention. J'ai apprécié la femme que tu représentes, bien évidemment. Ah, si je retourne vers mon fils, il va me dire, bah, j'ai compris pourquoi maman. Voilà. J'ai apprécié l'humaniste au grand cœur que tu représentes, qui rejoint mes valeurs les plus profondes, qui ne changeront jamais. Je pense qu'on s'est bien trouvées toutes les deux et je suis Oui, ça, très c'est heureuse c'est d'être clair, oui. une amie. Bah, c'est Ouais. ce que j'ai aimé aussi en toi et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi au moment où j'en avais le plus besoin. Oui, oui, mais ah bah, je pense qu'on sera toujours là, alors pas forcément en tant que professionnel, aussi en Oui, tant qu'ami. Euh, c'est le c'est. socle. Alors, Ah ben le lien, je pense qu'on va le garder, oui, ça c'est sûr. Il y a eu quelque chose qui s'est créé et qui pourra pas être détruit, même si on n'a pas forcément les mêmes chemins, les mêmes vies. Oui, je sais que toi, tu as eu des blessures autrement plus. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression d'en avoir eu. J'en ai eu quand même quelques-unes, en fait. Je m'en suis rendu compte avec la, la psychothérapeute. Mais qui sont tellement, enfin, non pas minimes, parce qu'en fait, toute blessure est importante pour une personne, finalement, parce que tu vas te construire avec ça, ou tu ne vas pas arriver à avancer avec ça. Et ça peut être quelque chose qui paraît pas grand-chose par rapport à d'autres, mais, mais qui pour toi va te pourrir la vie ou va te construire autrement. Donc en fait, toute blessure est importante et est à mettre sur le même niveau, je pense. tout à fait. Voilà. Et ça, je l'ai compris avec ça. Et tu vois, moi, avant d'être passée par là, d'avoir fait ce burn-out, c'est vrai que j'avais assez tendance à dire aux gens qui étaient dépressifs, bon, allez, il faut vous bouger maintenant. Le truc, il faut pas dire, en fait. Parce qu'ils Ah peuvent non, pas se bouger. Ils peuvent pas se bouger.
C'est... Et je l'ai compris. Bon, ma mère m'a dit un jour, t'es pas obligé de faire toutes les maladies pour les comprendre. Oui, peut-être mieux pas, autrement t'es dans la Mais merde. parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait comme maladie, alors j'ai pas eu de cancer, j'ai pas eu de trucs, voilà, très douloureux, mais j'ai quand même fait plusieurs choses, et entre autres ce burn-out là, avec cette dépression, ça m'a été extrêmement utile dans mon métier, extrêmement utile. Ça m'a permis de comprendre les processus, de comprendre les gens, même si nos histoires sont différentes, mais au moins d'un point de vue physiologique aussi, il y a des choses qui se passent au niveau, comment dire, oui, le manque d'envie, enfin, tous les échanges d'adrénaline, de noradrénaline et compagnie, toutes les catécholamines, c'est assez physiologique. Et donc, enfin, voilà, il y a des explications quand même qui se font, hein, quand on parle du cycle de la récompense, quand on parle des trucs, voilà, l'obésité et compagnie. Donc, j'ai compris des choses, et donc, comment les gens réagissaient et quelles étaient, je pouvais arriver à comprendre leurs souffrances. Alors, on ne peut pas tout comprendre, mais on ne peut pas tout accepter, on peut pas se mettre à la place des gens, mais on peut au moins s'en approcher et du coup les aider mieux, je pense. Parce que quand tu n'as vraiment rien vécu, bah, tu peux pas savoir ce qu'ils ressentent vraiment. Même si quand tu as vécu des trucs, tu sais pas ce qu'ils ressentent eux, mais tu as une petite idée quand même de... Et puis au moins, tu as des phrases qui ne sont plus blessantes, parce que tu sais qu'elles sont intolérables, et puis que ça sert à rien, surtout. Voilà. Alors que, voilà, tant que j'étais pas passée par là, j'avais pas compris ça. Et c'est vrai, oui, bah oui, allez, bouge-toi. Et j'essayais de les stimuler, mais ça servait à rien, en fait. Ah, tu vois, c'est pour ça qu'un psychanalyste, en fait, son point fort derrière le bureau, c'est son point faible, hein. C'est ses blessures et d'avoir Ouais. fait une analyse. Et je pense que, alors, c'est ce que je pense personnellement, plus il a été blessé, plus il a vécu des choses intenses, s'il réussit à sortir du puits de plus en plus vite, il sera de plus en plus, il ouvrira, je ne vais pas dire performance, c'est pas ce que je veux dire, mais il ouvrira la porte, il montrera des Mm, portes à ses patients beaucoup plus d'une façon différente en fait, parce mm, qu'il aura vécu, comme tu viens de dire, ces choses, il aura vécu ces douleurs, même si chaque vie appartient à chacun, chaque douleur appartient à chacun, et chacun a sa bien blessure. sûr. Le fait d'avoir ressenti jusqu'au fond de ses tripes des choses lui permettra justement ce lien thérapeutique, ce transfert qui va se passer du patient Exactement. au psychanalyste, qui va permettre au patient de ressentir au fond de lui que, en fait, tout est possible en fonction de lui, sa propre Mm, histoire, qui n'est surtout pas celle du exactement. psychanalyste. Et ce lien, justement, de souffrance à souffrance, même si ce n'est pas les mêmes souffrances, qui fait qu'on reconnaît qu'on est là pour ça. C'est ce que je dis à mes patients. On est là parce que justement, on a vécu ça. Pas parce qu'on a appris dans les livres, moi, feu de Lacan, c'est sous mon siège maintenant, face à calme mon bureau. Ce n'est pas ce qui nous a amenés là. Et ce n'est pas ce qui m'est utile du tout maintenant. Et ce n'est pas ce qui crée ce lien thérapeutique, Mm, et ce n'est pas ce qui va les aider à se comprendre eux-mêmes. Les aider à se comprendre eux-mêmes, c'est de savoir que nous, on a fait quelque chose de nos blessures maintenant. Et qu'on peut exactement. retomber, et qu'en même temps, on peut retomber et que ce n'est pas grave et que nous Et n'avons qu'on pas s'est à relevé. en avoir honte. Parce qu'on Voilà. retombe toujours, la vie c'est ça, hein, c'est pas un chemin linéaire, et encore heureux, parce que qu'est-ce qu'on se ferait chier si on était des robots? Tout à fait. Et leur montrer que bah, même à nous, ça peut arriver, alors qu'ils sont persuadés que nous, il nous arrive rien, hein, en fait, hein. Voilà. Même à nous, ça peut nous arriver. Déjà, ça nous fait descendre d'un piédestal. Ça fait une relation qui est beaucoup plus à égalité, quelque part, et qui va leur permettre d'accepter une thérapeutique, qu'elle soit médicamenteuse ou qu'elle soit avec un spécialiste, déjà. Donc, à mon niveau, ça, c'était important. Et puis, moi, j'ai changé mon vocabulaire suite à ça. Il y a certaines phrases que m'a dit la psychothérapeute que j'ai réutilisées pour reprendre confiance en soi, pour arriver à prendre du recul, enfin, voilà, il y a des choses. Ça a été ça mon rôle aussi. Et donc, des images que j'ai trouvées pour les aider, qui ont changé par rapport à ce que je faisais avant et qui ont été bien plus pertinentes en fait. Donc, euh, donc voilà, ouais. Donc tu vois, finalement, je me dis, oui, il y a eu des épisodes un peu difficiles, mais je regrette pas de les avoir vécus parce que, comme tu disais, en fait, j'en ai fait une force après. Mhm, Mais il a fallu que je me fasse aider au départ. mhm, Et je me suis fait aider quand, au départ, le thérapeute, elle me dit, mais quand je lui ai raconté mes trucs, et puis j'ai raconté un truc, et puis petit à petit un deuxième, puis un troisième, puis
Et là, je me suis rendu compte que oui, il y avait quand même quelques blessures, en fait, quelques-unes. Et puis des loupés qui ont été des blessures pour moi. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous attendez finalement? Parce que vous avez déjà tout analysé. Vous savez. Et là, je lui ai dit, mais j'attends que vous me donniez des pistes, des portes à ouvrir, enfin voilà, pour me sortir de ça. Et à la fin, je lui ai dit, vous m'avez donné l'autorisation, les autorisations que moi, je ne m'accordais pas, en fait. Donc, ça m'a libérée. Et puis, du coup, maintenant, je m'accorde ces autorisations. Alors, elle te les a pas J'ai besoin. données. Tu te les as données face à elle. Tu les as Voilà, prises. je me les suis données face à elle. Voilà, mais parce que Voilà. enfin, moi, je l'ai ressenti comme si c'était elle qui me les donnait, mais en Mais fait, c'est pas ça. C'est toi qui c'était te. pas ça. Voilà. Mais Et elle t'a renvoyé ce reflet miroir dans le regard, voilà, une autorisation que tu n'arrivais pas à te donner, c'est-à-dire elle t'a renvoyé une sécurité, un socle qu'on a tous quelque part perdu et qui t'a renforcé dans ton choix de devenir. Je trouve que voilà. c'est magnifique. Et ça, je m'en suis servi Mhm. vis-à-vis de mes patients, justement, pour essayer de leur transmettre ça, pas de leur donner moi l'autorisation non plus, mais de leur dire, vous pouvez faire ça. Maintenant, c'est à vous de le vouloir. C'est, enfin, dans d'autres termes, mais c'est, voilà. Et donc, eh ben, voilà, ça m'a bien servi finalement. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup rapproché des thérapeutes, cette histoire. Beaucoup. Ouais. Alors, je vais terminer parce que c'est vrai qu'on avait dit que ça ne durerait pas longtemps, mais quand on papote toutes les deux, on en a Ah pour oui. un après-midi. Euh, En fait, je suis d'accord avec toi, même si tu as fait l'université, etc. Même si moi, j'ai fait une analyse qui fait derrière son bureau, quand on est face à face à quelqu'un d'autre, ces deux humains face à face, en toute simplicité, honnête, avec notre authenticité, et on fait ce qu'on peut avec qui l'on est, en Voilà. fait. En fait, il faut faire ce qu'on peut, honnêtement. Mhm. Honnêtement, c'est ça en fait. Honnêtement, voilà. Et tu vois, j'ai des loupés dans ma carrière, hein. Il y a sûrement des gens où j'ai pas trouvé le diagnostic. Bon, ils sont pas venus se plaindre. Je sais pas. Peut-être qu'ils pouvaient plus. Je sais pas. Mais Bon, je vais pas forcément, hein, déconner là-dessus, parce que ça serait pas, c'est pas bon non, de mais terminer là-dessus. forcément, il y a dû y avoir des loupés. Il Mais y il a y a des des gens aussi que exceptions. j'ai laissés sur le côté parce que je les ai pas pris en charge assez, assez bien ou parce que j'ai pas eu le temps ou autre. Mais à chaque fois, j'ai essayé en tout cas de faire le plus honnêtement possible mon métier, de ne pas faire volontairement des impasses. C'est surtout ça. Ça, je crois que je me le serais jamais reproché. Enfin, je me le serais toujours reproché, je veux dire, je me le serais jamais pardonné. Ne pas faire volontairement des impasses. Après, tous les loupés, je peux me les pardonner. Maintenant, j'ai appris à me pardonner mes imperfections. Parce que bah, d'abord, bah, c'est ce qui fait, oui, qu'on est humain. Hein, que Mhm. je n'ai plus d'orgueil, comme dirait ma mère. Enfin, j'espère ne plus en avoir trop. Enfin, toujours un peu. Ça nous pousse aussi, l'orgueil. C'est un peu. Mais c'est comme tout. C'est un peu de sel, un peu de poivre, un peu de ceci, un peu de cela. Voilà. Mais il faut pas que ça domine. Si ça domine, c'est imbouffable. Mais voilà. Et en fait, je me dis, voilà, je suis partie, j'ai eu ce sentiment d'abandon des patients. Mais je suis quand même fière de me regarder dans la glace. En tout cas, je n'ai pas honte de me regarder dans la glace. Et je me dis, j'ai fait ce que j'ai pu, avec les armes qu'on m'a données à ma naissance, avec l'éducation que j'ai eue, avec merci papa, maman, parce qu'ils m'ont donné une excellente éducation, d'ouverture aux autres, de partage, même si j'en avais déjà en moi, je pense dans mes gènes, mais voilà, ils ont contribué à ça. Ma grand-mère aussi. Un grand merci vraiment à toute ma famille. On a réussi à construire avec mon mari une famille qui est unie, des enfants qui s'entendent bien entre eux. Enfin voilà, on est soudés, c'est génial. Mais parce qu'on le veut aussi. Mhm. Il y a aussi une volonté. Je sais qu'avec mon frère, par exemple, il y a des sujets qu'on n'aborde pas, sinon on va se fâcher. Eh ben on les aborde pas et on reste soudés. Point barre. Et c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Mais on a décidé de rester vivants et de rester vivants ensemble. Voilà. Et vis-à-vis de mes patients, je vais continuer à puisqu'on a créé ce groupe grâce au Covid, en fait. Finalement, quelque part, merci Covid, puisque ça va ne pas s'arrêter là. On va se revoir, on va se faire un pot au mois de mai, je pense. On va refaire un truc dès qu'il va faire beau, une réunion avec ceux qui voudront venir pour se faire un déjeuner entre nous, discuter de comment vont les uns les autres, des nouveautés politiques, Covid, médicales, etc. Même si je ne suis plus leur médecin traitant, mais voilà, on va garder ce lien autour de ce petit groupe de départ
et puis qui a diffusé. On va essayer, voilà, on verra bien le temps que ça durera, mais que les choses ne se terminent pas comme ça. S'il n'y avait pas eu ça, bah oui, là, je prenais ma retraite et puis tout était fini, quoi. Mhm. Alors que là, tu vois, ça va continuer. Et ça, c'est génial. Voilà, Alors, d'une autre façon, mais c'est génial. alors avant d'aller chanter toutes les deux, hein, ça je loupe pas, on va le faire, hein. J'ai envie d'appeler cette visioconférence un médecin sur mon divan avec pour lien notre plus profonde humanité. Ça me Si va. tu veux. Ça te va? Ça me va aussi. C'est peut-être un peu pompeux, hein, mais, Oh non, mais mais faut bon. se la péter parfois, surtout quand on termine une vidéo. Je t'embrasse très fort, Hélène. Mais ça me va parce qu'en fait, de toute façon, sans ça, je veux dire, mais un médecin qui a pas un peu d'humanité, je dirais, c'est un robot, point barre. Voilà. C'est pas un Quand tout médecin. est confié, je veux dire, c'est C'est pour un ça que j'ai employé le excellent, mot divan. c'est un excellent technicien. Il y a des excellents techniciens, et il en faut hein, dans les toubibs, hein. Mais il faut aussi des médecins. Et moi, j'avais choisi finalement, au départ, je voulais être pédiatre. Et puis après, je me suis rendu compte que bah, pédiatrie en ville, c'était pas très intéressant parce que le médecin généraliste, il pouvait le faire. Le pédiatre, c'était intéressant quand tu étais à l'hosto où tu avais besoin, quand tu avais besoin d'aller plus loin dans des diagnostics avec un plateau technique, etc. Et puis en plus, le pédiatre, bah, les parents. Donc, j'ai dit non. Je me suis très vite aussi rendu compte que le pédiatre, ben, il faisait les bilans des gamins qui allaient bien, en fait. Et puis quand tu avais une gastro, une otite, un machin en urgence, ben, ils étaient jamais dispo, c'était le généraliste qui le faisait. Et finalement, je me suis dit, mais je serais médecin à la campagne et médecin de famille. Et je n'ai jamais regretté mon choix. Ça me correspond. Bon, Et c'est là où j'ai pu à la fois m'épanouir et je pense donner le meilleur de ce que j'avais à donner. ok, on va arrêter là, on va continuer en privé là, parce que autrement je vais avoir une vidéo de 5 heures Allez, avant c'est le faire. Donc tu ne pars pas, on continue en privé. On tu coupes continue. tout ce que tu veux couper. Non, je vais rien couper du tout, c'est pour ça. Ah bah oui, ah, je t'embrasse Hélène, et à tout de suite en privé. Embrasse.